Bonne année 2016 et bienvenue dans l'émission Le Quotidien économique et bienvenue aussi surtout sur notre chaîne Canal 2 Info. Voilà, l'année s'est achevée, mais nous allons commencer un peu une certaine perspective de cette année qui vient de s'achever où vous avez vu la chute vertigineuse de toutes les matières premières. Donc l'année 2015 qui vient de s'achever a marqué la fin abrupte d'une décennie d'envolée des coûts des ressources de base. Un coup dur pour les entreprises du secteur minier et de l'énergie sur fond de la diminution de la demande en raison du ralentissement de la croissance chinoise. Je vous rappelle que la Chine demeure la deuxième puissance économique mondiale et vorace en consommation de matières premières. Donc un ralentissement en Chine affecte directement le monde entier et l'Afrique en particulier. Et pour 2016, les perspectives ne sont guère meilleures avec la chute des coûts des matières premières, précisément du minerai de fer au pétrole en passant par l'or. Donc, ça ne va pas bien pour les économies en Afrique. Nous revenons précisément au Cameroun. Parmi les mesures prises par le président Paul Biya pour améliorer les conditions de vie des populations figure en bonne place la baisse à la pompe du prix du litre de gazole et du super. Depuis minuit, les stations-service de la ville de Douala ont appliqué les nouveaux prix. C'est ainsi que le litre de super est passé de 650 francs CFA à 630 francs CFA. Et celui du gazole est passé de 600 francs CFA à 575 francs CFA. Suivons tout de suite le reportage de Louis-Roger Nouadieu. Il n'a pas fallu attendre des heures pour que la décision prise par le président Paul Biya de baisser le prix du carburant à la pompe au cours de son adresse à la nation le 31 décembre 2015 soit traduite dans les faits. Depuis minuit, toutes les stations-service de la ville de Douala ont revu à la baisse. De 20 francs CFA le prix du super et de 25 francs CFA celui du gasoil. Depuis minuit 00 qu'on a mis l'application des nouveaux prix. Nouvelle tombée, nous avons l'avoir fait très tôt, aussitôt. Très tôt ce matin, les nouveaux prix ont été mis en application. Et donc c'est effectif depuis ce matin. On a été instruit par notre attaché, par voie de SMS, de veiller en sorte que les prix soient respectés selon les instructions du gouvernement de la République. Très tôt ce samedi matin, 1er janvier 2016, le délégué régional du commerce pour le littoral est descendu sur le terrain pour s'en convaincre. Depuis qu'on fait les tours, on a constaté que tout le monde s'est arrivé au nouveau prix édicté par le chef de l'État. La mesure prise par le président de la République, Paul Biya, est diversement appréciée. Je ne viens de la pas à l'instant même là. Parce que moi, je vois là au niveau de la pompe, c'est vraiment réglé. Quand tu viens, tu consommes 650, donnant 700. Déjà, ils ont... C'est pas facile qu'on te rembourse 50. 20 francs, c'est trop minable. Il n'y a pas de 20 francs à la station. Toutefois, les usagers relèvent aussi pour le déplorer la rareté de la petite monnaie et la difficulté qu'ils auront à se faire rembourser à la pompe. Voilà, écoutons à présent Simon Omba Belinga. Il est le délégué régional du commerce pour le littoral. Il se dit satisfait après avoir effectué le tour de plusieurs stations-service de la ville de Douala. C'est un extrait sélectionné pour vous par Emmanuel Bevirka et Louis-Roger Nouadieu. Je dois avouer que c'est un grand sentiment de satisfaction générale que j'exprime là. Parce que depuis qu'on fait les tours, on a constaté que tout le monde s'est arrivé au nouveau prix édicté par le chef de l'État. Et je veux féliciter ici nos différents acteurs de ce secteur qui, par leur élan de citoyenneté, se sont arrimés d'une façon spontanée aux grandes injonctions de M. le Président de la République. Donc, conformément aux instructions de M. le ministre du Commerce, nous travaillons depuis minuit pour être sûr que ces prix sont appliqués. Et tout de suite, je peux dire que la ville de Douala est déjà servie au nouveau prix. Et ça, c'est une grande satisfaction pour tout le monde.
Voilà, nous quittons le Cameroun pour l'Afrique australe, précisément en Afrique du Sud. Vous le savez très bien, le secteur informel est prépondérant dans les économies africaines et elle joue un grand rôle. Dans ce reportage réalisé par nos confrères de Alcara TV, vous allez suivre le rôle primordial que joue ce secteur dans le maintien de l'économie de l'Afrique du Sud. Déclin, le PIB ne dépasserait pas les 2,5% cette année. Dans le secteur de la grande distribution, par exemple, quelques 50 000 emplois ont disparu. Et pourtant, les ventes au détail et en gros sont en hausse de 40% et se portent mieux qu'avant la crise. Une hausse due à la multiplication des échanges commerciaux dans l'économie informelle. Venant de Zambie, du Botswana, du Mozambique ou du Zimbabwe voisin, des centaines de négociants achètent en gros des produits sud-africains pour ensuite les revendre à la pièce dans leur pays. Je préfère acheter la nourriture ici en Afrique du Sud, parce qu'au Zimbabwe, il n'y a pas beaucoup de choses à acheter. Ici en Afrique du Sud, c'est beaucoup moins cher. Quand vous achetez au Zimbabwe, c'est comme si vous achetiez quelque chose auprès d'une personne qui s'approvisionne en Afrique du Sud. Donc ça revient 30% plus cher. Les choses coûtent vraiment cher là-bas. Produits alimentaires, électroménagers, habillements, des marchandises que les contrebandiers trouvent à moindre coût dans la première économie du continent. Ce commerce échappe aux autorités et représente une part importante des échanges dans la région. Selon les chiffres de l'ONU, le commerce informel transfrontalier représenterait un tiers des échanges commerciaux entre les membres de la communauté de développement d'Afrique australe. Pas de droits de douane, les contrebandiers voyagent comme de simples touristes. Environ 50 à 60 bus, camions et taxis traversent chaque jour les frontières sud-africaines, les soutes chargées de marchandises. Il y a beaucoup de corruption aux frontières, au point que le ministère du Commerce et de l'Industrie a décidé de s'intéresser aux importations illégales, mais aussi aux exportations illégales. Le gouvernement perd beaucoup d'argent parce que les gens ne payent pas les frais de douane. Nous savons aussi que les grossistes, les gens qui vendent des marchandises et proposent des services, ne sont pas légalement constitués et insistent pour être payés en liquide pour éviter de laisser des traces dans le service des impôts. Tout ça entraîne d'énormes pertes de revenus au niveau du commerce. Certains grossistes réalisent jusqu'à 70% de leurs ventes avec des commerçants du secteur informel. En échange de ce business lucratif, acheteurs et vendeurs ferment les yeux sur les documents officiels nécessaires. Vous avez fait la correction vous-même, l'Afrique du Sud n'est plus la première économie africaine, c'est le Nigeria. Et donc nous laissons l'Afrique australe pour l'Afrique de l'Ouest, précisément en Mauritanie, où un autre secteur en plein essor, c'est le boom du secteur immobilier. Là, c'est un reportage de nos confrères de la chaîne Sœur Africa 24. En Mauritanie, le besoin en main-d'œuvre qualifiée se fait de plus en plus sentir. Nombreux sont les chantiers sur lesquels l'activité est au ralenti depuis une semaine. Beaucoup expliquent cette situation par le départ des ouvriers sénégalais pour fêter la Tabaski dans leur pays. Il faudra attendre 2 à 3 semaines pour que le travail retrouve son rythme habituel. La communauté sénégalaise est très importante en Mauritanie. Selon les statistiques, elle représente environ 40% des étrangers vivant dans le pays. Les étrangers contribuent quand même au développement des pays. Je vais prendre l'exemple précis des Sénégalais, qui sont là assez nombreux par l'effet de la proximité des deux pays, parce que c'est des pays riverains. Les Sénégalais sont assez nombreux et ils travaillent dans divers domaines d'activité. Si je prends l'exemple, par exemple, du bâtiment, vous faites le tour de Nouakchott, même à l'intérieur du pays, vous ne trouverez que la quasi-totalité de ces ouvriers qui travaillent dans ces bâtiments, ce sont des Sénégalais. Face au déficit de main-d'œuvre qualifiée, les pouvoirs publics ont mis en place des réformes du système éducatif en valorisant la formation professionnelle. Ceci permettra de limiter le taux de chômage des jeunes qui dépassent les 14%. On fait toujours recours à nos amis voisins, soit sénégalais, soit marocains, soit algériens, pour répondre aux besoins du marché de l'emploi qualificatif. Et pour les nationaux, il y a très peu. Je peux te dire qu'il y a très peu. Et nous souhaitons que vraiment l'État regarde. Et le besoin qui se fait sentir, ce sont les formateurs eux-mêmes
qui doivent avoir des compétences techniques pour former des bons qualifiés. Convaincre les Mauritaniens d'exercer les métiers manuels demeure une tâche difficile. Il convient aujourd'hui au gouvernement de mettre en place des initiatives devant encourager les jeunes à se diriger vers cette filière. Nous restons toujours en Afrique de l'Ouest avec le pays qui représente 60% de l'économie de cette sous-région et puis qui est aussi le leader incontesté de l'économie africaine. Je parle là du Nigeria. Et au Nigeria, le gouvernement est en train de diversifier son économie et l'un des piliers de cette diversification économique reste et demeure l'agriculture. Reportage de notre confrère. Un nouveau soleil se lève pour les producteurs de tomates de la région de Kano au Nigeria. La société Dangote Tomato Processing Factory annonce l'ouverture de la plus grande usine de transformation de tomates d'Afrique dans cet état. Cette usine sera dotée d'une capacité de transformation de 1200 tonnes par jour. Aliko Dangote a pris depuis longtemps la mesure de l'importance de créer en Afrique des entreprises de transformation de nos produits locaux et de nos matières premières. La deuxième chose, qu'il est installé à Kano. On sait que le nord du Nigeria souffre effectivement de l'absence des industries et des entreprises, mais que c'est un nord qui est agricole. Donc c'est une très très bonne chose qu'il ait choisi de construire cette entreprise à Kano. Avec une fortune de plus de 15 milliards d'euros, Aliko Dangote, propriétaire de la nouvelle usine, est l'homme le plus riche d'Afrique. Il a débuté dans le ciment avant d'investir massivement dans l'agroalimentaire, dans l'immobilier et dans le secteur bancaire. C'est le modèle type même du self-made man africain qui a compris les enjeux du développement et de l'indépendance économique de l'Afrique. De ce point de vue-là, ce qu'il fait là au Nigeria, il l'a déjà entamé par exemple dans d'autres pays africains, dans le domaine du sucre, comme en Côte d'Ivoire ou dans un certain nombre d'autres pays africains. Et je pense effectivement que plus il y aura des Aliko Dangote dans chacun des pays africains, mieux l'Afrique se portera au point de vue économique. Cette usine constituera un débouché pour les producteurs de tomates de la région. Le Nigeria produit plus de 1,5 million de tonnes de tomates par an. Près de 900 000 tonnes finissent dans les décharges à cause de la faible capacité de transformation du pays. Le pays importe parallèlement plus de 3 000 tonnes de double concentré de tomates en provenance d'Asie. Voilà, c'est un reportage de nos confrères de Africa 24 et c'est ainsi que s'achève notre quotidien économique. Nous comptons comptons être encore avec vous demain et une fois de plus, bonne année et restez suivre les émissions de Canal 2 Info, la chaîne bleue.